Donc, merci à tous d'être venus. Donc, Antoine Card, écrit de Perelay. Effectivement, comme Louise l'a dit, on a monté notre agence en 2001. Ça fait un peu plus de 15 ans, bon, enfin, peu importe. Donc, ce qu'on aime, nous, comme architecture, c'est une architecture qui est contextualisée et qui est orientée vers l'usage. C'est nos deux marottes, on va dire. C'est pour ça qu'on aime beaucoup l'architecture mozabite, et en particulier celle qui est décrite par André Ravreau dans ce livre. C'est une architecture qui est faite uniquement de l'usage, parfois même jusqu'à l'absurde. Voilà, ça, c'est un exemple qu'on aime beaucoup. Donc, il y a un usage très large qui est fait des voûtes, avec les produits locaux, on va dire, c'est-à-dire les palmes, etc. Et donc, ils font des voûtes. Ces voûtes, elles sont limitées à une largeur de passage. Tout ça est parfaitement rationnel. Sauf que, quand on arrive au bout d'une travée, évidemment, la voûte, elle va envoyer une poussée latérale. Ça, c'est très embêtant, parce qu'on ne voit pas des poussées latérales chez le voisin. Donc, on va mettre un linteau. Et c'est pour ça qu'au bout de chaque travée, on a un linteau. Et nous, ce genre de détails, ça nous plaît beaucoup. Voilà. Donc, on a effectivement été étudiants ici, et en particulier, on a eu comme prof Jacques Ondelat, qui a une très grosse influence sur nous, on va dire une influence catastrophique même, et voilà, qui adorait aussi les jeux de mots à deux balles, comme celui qui est là, et qui est une architecture à la fois très généreuse et très drôle. Donc, je vous invite tous à venir à cette exposition le 15 mars. J'en profite pour faire de la pub. Voilà, et il y a aussi, comme aux titres d'influence, Lacatour-Vassal, que vous connaissez, je pense tous, qui sont directement issus aussi de l'école Ondelatienne, et voilà, pour qui on a beaucoup d'admiration. Donc voilà, assez parlé de nous. Maintenant, on va vous parler de Locus Solus. Alors, c'est un projet assez étonnant, et on peut le dire d'une manière assez détachée, puisque c'est pour nous, avant tout, un projet de maîtrise d'ouvrage. C'est-à-dire que c'est un projet qui a été fait, produit même, par la maîtrise d'ouvrage, ce qui est vraiment très rare, surtout en commande publique. C'est-à-dire que la maîtrise d'ouvrage, Aquitanis en l'occurrence, a vraiment agi comme un producteur en cinéma, c'est-à-dire qu'ils ont bien monté leur coût. Et là où ils ont bien monté leur coût, c'est qu'ils ont décidé de faire participer justement les futurs locataires. C'est un projet de logements sociaux, locatifs, ce qu'on appelle vulgairement un HLM, et participatif. Et la spécificité, c'est de se dire, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas participer finalement les locataires? Ce qui se fait largement dans les projets d'accession que vous connaissez tous. Bègle. J'ai dit une bêtise. Enfin, une de plus. À Bègle, par exemple, vous avez la ruche. Mais c'est à chaque fois dans des cas d'accession, c'est-à-dire qu'il y a une valeur patrimoniale, évidemment, même dans le cas d'une coopérative. Là, on est vraiment sur un projet de logements sociaux normal. Alors, d'ailleurs, le titre Locus Solus donc, est issu de ce livre de Raymond Roussel, qui est un livre extrêmement curieux, un peu surréaliste. C'est l'histoire, en fait, d'une espèce d'inventeur fou du début du siècle. Je parle du précédent, du XXe. Pas de réflexion désobligeante, et qui donc invite tous ses amis dans sa propriété et leur montre une série comme ça de créations un peu extraordinaires. Et chaque création, en fait, est un monde regroupé dans cette villa qui s'appelle Locus Solus et qui veut dire le lieu unique. Et ce titre-là donc, a été utilisé pour ce projet par Bernard Blanc, qui est le directeur général d'Aquitanis. Et donc ça montre aussi l'implication de la maîtrise d'ouvrage, jusque même dans le titre, dans l'explication du titre de ce projet. En clair, on n'a pas fait grand-chose. Donc la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui leur a pris de vouloir faire du participatif en locatif social? A priori, ça ne semble pas tout à fait évident. En fait, il faut bien comprendre que dans l'histoire du logement social en France, ça va être la période un peu chiante, mais bon, il faut y passer. Dans la période de l'origine du logement social en France, l'idée était d'améliorer les conditions de vie des locataires. Des gens en général, évidemment des locataires. Ça veut dire que il y a quand même dans l'ADN des bailleurs sociaux, il y a cette notion d'usage, elle est quand même déjà très présente. Elle est tellement présente que quand vous avez eu l'honneur et l'avantage de travailler pour un bailleur, il vous a forcément distribué un très joli document, qui est une espèce de cahier des charges, qui regroupe tout ce qu'il faut faire, tous les usages qu'il convient de respecter dans un projet de logement social. Et c'est chiant à mourir, parce que ça fait des années que chacun a rajouté sa pierre à l'édifice. Donc on a tout et n'importe quoi, la taille des fenêtres, pourquoi il faut chauffer, pourquoi il ne faut pas chauffer. Enfin bon, c'est devenu une espèce de truc un peu abscon. Il n'y a pas de bailleurs sociaux dans la salle, ça tombe bien.
Voilà. Et là, pour Aquitanis, ils se sont dit non, ça peut plus marcher comme ça, c'est pas possible. On peut pas décider à la place des gens. Et donc, une citation de Bernard Blanc qui dit tout ça mieux que moi, c'est « Pourquoi les habitants, perpétuellement convoqués comme des utilisateurs fantômes par les concepteurs, ne seraient pas associés réellement, physiquement, à la fabrication d'un projet d'habitat social locatif ?» Voilà. Donc l'habitant fantôme, celui qu'on fait parler en permanence mais qu'on voit jamais, bah là on a décidé de le prendre. Et le pire, c'est que nous, quand on a appris ça, au début on s'est dit c'est un peu farfelu. Quand on y a pensé, après on s'est dit mais pourquoi on ne fait pas toujours comme ça? Ça nous semble tellement évident. Et donc nous voilà partis sur cette histoire de locus. Donc c'est un programme au départ de 30 à 50 logements avec des espaces communs sur un site donc, qui est au Grand Parc, qui est sur la partie ouest du Grand Parc, c'est la partie en rouge que vous avez là, et sur un parking. Donc vous voyez, vous avez au nord une tour d'une vingtaine d'étages, vous avez la barre Odéon qui est refaite par Wai, Julien Vincent, je crois est passé là. Et vous avez la barre Thalia, donc, qui est au sud, qui fait une dizaine d'étages aussi. Et à l'ouest, enfin au sud-ouest, vous avez un vaste espace vert classé. Ça veut dire que lui, il ne bougera jamais. Ça, c'est le terrain de jeu. Alors, justement, puisqu'il est question de jeu et de site, non, on va revenir à la diapo précédente. Voilà, le petit problème qu'on a au départ, c'est que travailler au Grand Parc, ça veut dire densifier le Grand Parc. Or, une des principales qualités de ces sites, c'est précisément qu'ils ont de grands espaces continus, des grands espaces verts, et que quelque part, c'est un contresens que de vouloir densifier ces endroits-là. Enfin, pour nous du moins. Donc, on est un peu embêté avec ça. D'autant que, bon, même si c'est un terrain qui est à la marge, qui est sur une frange, hein, on n'est pas en plein centre du Grand Parc, et que c'est un parking qui, a priori, n'a pas beaucoup de qualité, quand on s'y intéresse un peu, il a quand même quelques qualités. Il y a des pratiques, il y a des gens qui réparent leur voiture, il y a des parents qui amènent leurs enfants à l'école. Il se passe quand même quelques petites choses qu'on trouve vraiment très dommage de sacrifier, d'autant que ce sont des endroits qui ont connu la tabula rasa déjà, et que ça n'a pas forcément été un grand succès à chaque fois. Bref, tout ça pour dire que quand on met en place ce projet-là, on se dit qu'entre le participatif et ça, il va y falloir du jeu. Et cette notion de jeu, c'est vraiment le thème central de ce projet, le jeu. Qu'est-ce que c'est que le jeu? C'est juste quelque chose qui permet le mouvement mécanique, littéralement, mais c'est aussi quelque chose qui impose des règles, et c'est surtout quelque chose qui donne du plaisir, donc on ne va pas s'en priver. Donc, on part sur cette idée, c'est la suivante, voilà, sur cette idée de parking, et on se dit que le jeu, on va sûrement le trouver là. C'est-à-dire que l'étude de faisabilité, initialement, qui a été faite par la maîtrise d'ouvrage, prévoyait de faire un bâtiment, parking, aérien, parce qu'au Grand Parc, il y a de l'eau, donc on fait les parkings aériens, enfin, on en fait peu, mais on en fait. Et ce parking aérien, il était là pour, d'une part, absorber les places qu'il faudrait en plus pour les logements qu'on allait construire, mais en plus, comme on allait construire des logements, on allait supprimer des places. Vous voyez le truc. Alors on se dit quand même que cette situation était un petit peu absurde, d'autant que ça représentait quand même 30% du budget. On s'est dit que non, là, le casse de la banque, c'est là qu'il fallait le faire. Donc on fait un repérage assez précis, comme dans les films. On mesure les places de stationnement, on mesure les allées, et on se dit qu'en fait, en optimisant, ça marche. Ça marche d'autant que, si on regarde bien, et si finalement on se dit que l'usage, là aussi, est central, bah, finalement, les gens, quand il n'y a plus de place, ils arrivent quand même à se garer. Ils se garent sur le trottoir, ils se garent sur des haricots, ils se garent où ils veulent. Mais finalement, ces places-là, si on les pérennise, bah, on se rend compte qu'on peut arriver au compte estimé. Et donc, on récupère une grosse partie de l'argent. Au départ, ça commence vraiment comme une histoire d'expert comptable, hein, ou de gangster, pas très loin, mais c'est-à-dire on essaie de piquer du fric, quoi, en clair, c'est un peu l'idée. Et donc, on arrive voilà, à détourner, il faut bien le dire, une partie de l'argent qui était dévolue à la construction d'un bâtiment qui nous semblait relativement inutile. Et donc, que va-t-on faire de cet argent? C'est là le moment suspense. Eh bien, on va recréer un terrain. C'est-à-dire qu'on va laisser le parking tel qu'il est, on l'optimise pour rentrer toutes les voitures, et par-dessus ce parking, on va créer un vaste parvis qui fait 2000 m², un terrain artificiel. On reprend en ça les thèses modernes hein, qu'on connaît, d'urbanisme sur dalle, sauf que là, c'est un urbanisme sur dalle qui fait que 2000 m², donc il est tout petit. Et surtout, ce parvis, là où il nous intéresse beaucoup, c'est qu'il va permettre de créer une frange. Et ça, c'est quelque chose qu'on a trouvé chez Richard Sennett, qui est un sociologue pragmatiste américain, qui décrit le fait que quand on arrive sur un territoire et qu'on veut s'implanter sur ce territoire, il faut créer des zones de frange, des zones de couture,
ça c'est pas très nouveau, mais surtout il faut essayer que ces zones de couture soient extérieures à l'espace. C'est-à-dire que là l'idée c'est que ce parvis soit public et que les gens du quartier ils puissent venir sur ce parvis. Et du coup on génère un espace entre deux, entre les logements, entre le quartier, et là on peut espérer qu'il se passe quelque chose de plutôt positif. Donc nous voilà partis là-dessus, et sur ce parvis, on pose une ossature poteau-poutre, une espèce d'échafaudage pour l'instant très conceptuel. Ça, c'est vraiment l'image qu'on a montrée aux habitants quand on les a vus la première fois. On leur a dit voilà où on en est. Et là-dedans, on va faire ce que vous voulez en gros. Et on pose des distributions sur l'arrière du bâtiment qui sont des coursives. Le dernier point, c'est que sur le parvis, avec la maîtrise d'ouvrage, on se met d'accord pour dire qu'on va faire une ferme urbaine. Pourquoi une ferme urbaine? Parce qu'on a déjà expérimenté sur un précédent projet, sur le projet Auréa, le fait que le jardinage crée du lien social de 7 à 77 ans, qu'on soit petit, grand, gros, tout ce que vous voulez. C'est quelque chose qui fonctionne très bien et qu'en plus sur la population qu'on est susceptible d'avoir, ça peut être tout à fait intéressant en termes de partage de culture et de plein de choses. Donc nous voilà partis avec nos habitants, et là on se pose la question de se dire, mais la concertation, en fait, comment on va faire? Comment on s'y prend? Donc là, en fait, on ne s'est pas embêté là non plus. On a embauché un médiateur dans l'agence de maîtrise d'œuvre. Et en fait, ce médiateur, il a pour charge de faire émerger la parole d'un groupe, de créer un groupe social et de faire émerger sa parole. Et à partir de là, on va pouvoir justement avoir une position radicale. Parce que nous, ce qu'on ne voulait pas, c'était surtout éviter un mauvais projet à la Lucien Kroll, c'est-à-dire où chacun va mettre, j'ai pas parlé de la ruche, mais que chacun va mettre un peu son truc, et qu'au bout du compte, on n'est pas un bâtiment, un locus solus, un bâtiment unique, mais qu'on ait un assemblage comme ça un peu disparate de trucs, quoi. Donc il fallait d'abord qu'on arrive à déterminer un certain nombre de principes. Pour ça, donc, le médiateur, lui, son boulot, c'est de faire émerger la parole d'un groupe. Et c'est un boulot mais juste incroyable, quoi. C'est-à-dire que vous rentrez dans une réunion, personne n'est d'accord. À l'issue de la réunion, personne n'a changé d'avis, mais tout le monde est d'accord. Vous ne savez pas comment il a fait, c'est magique, mais ça marche. Et donc, avec notre groupe, on va se balader, on va à Saint-Nazaire, on va à Paris, on se balade un peu partout. On leur montre d'autres projets, on leur montre des photos aussi, parce qu'on n'a pas non plus beaucoup de sous. On leur montre un certain nombre de possibles, et puis on leur dit, voilà, maintenant, il faut se décider sur un certain nombre de principes. Nous, qu'on avait déjà esquissé, mais que vous pouvez renforcer, que vous pouvez amender. Et donc le groupe, un peu à l'image de la première de chevaux, ils vont s'orienter petit à petit avec nous, avec le médiateur, vers un certain nombre de choix assez radicaux. C'est-à-dire qu'ils veulent de grands appartements. Ça, c'est la première des volontés. Ils veulent des appartements lumineux, ils veulent des prolongements sur l'extérieur, une continuité. Et puis, ils veulent de la frugalité. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas forcément grand-chose, mais ils veulent que ça soit bien fait. Donc là, on est vraiment dans une phase en fait de médiation et de concertation, avec cette idée que justement cette concertation, c'est un peu comme un orchestre de jazz, c'est-à-dire qu'on improvise en écoutant les autres, on parle la langue de l'autre, mais on ne va pas parler à sa place. C'est vraiment à chaque fois des limites qui sont très très floues, mais c'est vraiment une notion de coopération qu'il faut mettre en œuvre avec des professionnels pour le coup. Nous, déjà, avec une famille de 4 personnes, on a du mal, vous imaginez, avec 20 familles, c'est juste impossible, quoi. Et donc on arrive comme ça, petit à petit, à générer ça. Et ce qui est intéressant, c'est que assez rapidement, on se dégage des intérêts particuliers, de mon logement, il sera comme ci, etc., pour aller vers des intérêts plus collectifs et déterminer ensemble des questions plus générales. Par exemple, on va avoir un atelier poules, parce que dans la ferme urbaine, il va y avoir des poules. Donc là, on a quand même des grands moments, c'est-à-dire qu'on a comme ça des ingénieurs d'Aquitanis qui prennent la tête de la commission poules et qui se posent la question de qu'est-ce qu'on fait d'une poule en fin de vie. On a la commission aussi toilettes sèches. Nous, ça, on est complètement incompétents en toilettes sèches, mais les habitants saisissent du sujet, ils se renseignent. Là aussi, avec l'aide du bureau d'études, parce qu'on a un bureau d'études, ils se saisissent de l'affaire. Donc, on assiste à des trucs assez rigolos, quoi. Alors, une fois qu'on a défini tout ça, leur logement, grosso modo les locaux communs, on a une série d'entretiens bilatéraux, exactement comme on fait avec des clients dans la vraie vie, quoi, avec des clients particuliers. On les fait parler, ils nous disent ce qu'ils veulent, en fonction des principes généraux qu'on a définis ensemble. Et nous, on leur propose, on a toute une banque comme ça de plans, de projets, et on leur dit, nous on pense que celui-là, il vous irait bien, un peu comme des chaussures, quoi. Et puis on adapte la chaussure, c'est-à-dire, oui, non, là, la chambre, ça ne va pas, etc., etc. Et petit à petit, on fabrique comme ça, chacun des logements, une vingtaine de logements, puisqu'au départ, ça je ne l'ai pas dit,
Le participatif, comment il se fait? C'est très simple. La maîtrise d'ouvrage met des affichettes dans les halls de tous ces immeubles et dit aux gens, bah voilà, si vous voulez venir participer à la création de votre futur logement, venez nombreux. Et au départ, on a une quarantaine de personnes qui se déplacent. Après la première réunion, on en perd une vingtaine. Mais les 20 qu'il y a, ils sont super motivés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont tous locataires d'Equitanis. Pourquoi? Parce que comme c'est la première fois qu'on fait ça dans le monde, on ne sait pas si ça va aboutir, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Donc il vaut mieux que les gens soient logés et qu'ils n'aient pas de préavis à donner, par exemple. Voilà, bref, pour en revenir donc à ça, voilà, on fait ça. Et alors ça, par exemple, c'est un projet assez rigolo parce que c'est l'appartement de Madame Moussa Leyane. Voilà, donc c'est une jeune femme avec son fils adolescent. Et donc, si vous regardez attentivement le plan, vous constaterez que sur la chambre en bas à gauche, il n'y a pas de porte. Alors, ça, inutile de vous dire que le bureau de contrôle vous a dit, je crois que vous avez oublié la porte. Non, on n'a pas oublié la porte. La maîtrise d'ouvrage, vous n'avez pas mis de porte. Et en fait, l'habitante voulait que son fils ait un lieu un peu à part, qu'il soit un peu séparé de l'appartement. Donc, on n'a pas mis de porte. Et pour rentrer, il passe par le jardin d'hiver. Alors, l'ironie de l'histoire, c'est qu'en plus, cette dame a changé de pays. En fait, maintenant, elle vit en Suisse, donc on a rajouté une porte entre-temps. Voilà, ça, c'est l'appartement de Josiane Philippon. Josiane Philippon, on l'adore, c'est un peu notre habitant chéri, c'est comme ça, on n'y peut rien. Et donc, Madame Philippon, elle avait quelques exigences, dont celle d'avoir une salle de bain avec une fenêtre. C'était très important pour elle, donc elle a une salle de bain avec une fenêtre. Donc l'idée, c'est vraiment quand on travaille sur ces logements, c'est vraiment de travailler sur le détail. C'est Charles Rehems qui disait tout est dans le détail, mais où Jacques Ondelat, il parlait aussi de commencer un projet par la poignée de porte. C'est un peu le cas. C'est-à-dire des fois, on a commencé des plans par échatière en disant bon, le chat, il va se balader sur la coursive, par où il va rentrer dans le logement. Et petit à petit, c'est vraiment une pelote de laine. On tire. Et petit à petit, à la fin, le plan, on est parti de la chatière, mais il ne ressemble plus du tout au plan initial. Là, par exemple, c'est Timothée et Delphine. Donc, c'est un T5. Et eux, vous voyez, ça a été assez drôle. C'est qu'on a supprimé la cloison qu'il y avait entre la salle d'eau et la chambre parce qu'on a tous considéré que vraiment, ça ne servait à rien, ce truc-là. Et voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Alors ça, c'est notre drame. C'est Monsieur Houillon. Monsieur Houillon, la première fois qu'on le voit, il nous explique ce qu'il veut, un T3, etc. Et puis... donc on lui présente un plan, on dit ah bah ouais c'est super. On dit ouais mais bon c'est participatif, donc il faudrait quand même trouver un truc à modifier. Non, ça me va, votre plan il me va très bien. Bon c'est le seul, je vous rassure. Et on a eu plusieurs entretiens avec lui pour qu'il change quelque chose, il n'a jamais rien voulu changer. Et maintenant il est très content. Donc c'est un peu désespérant des fois le participatif, ça demande pas mal de volonté. Voilà, une fois qu'on a donc réalisé tous ces plans, là, c'est le moment où on était un peu dans le barat, on va dire, pour ne pas dire autre chose, parce qu'on avait plein de plans qui ne plombaient pas du tout, qui avaient des largeurs qu'on avait relativement normalisées, mais enfin, qui étaient un peu compliquées. Et donc, c'est là où on a repris notre ossature pot-au-poutre, et on a dit, maintenant, il faut faire rentrer les appartements dans l'ossature. C'est un peu compliqué, mais enfin, en gros, à force de jouer sur l'ossature et sur la marge qu'on avait, on a réussi à faire rentrer tout le monde. Et c'est là où le participatif a des fois des flexibilités que d'autres n'ont pas. C'est que quand Monsieur X ou Madame Y, on avait besoin de déplacer sa cuisine de 50 cm, habituellement, on ne peut pas le faire. C'est-à-dire il faut appeler le bailleur se réunit, une commission qui va décider si éventuellement la commission technique peut donner un avis aussi, c'est mieux. Bref, au bout de 3 semaines, on y est toujours. Là, c'est un coup de téléphone, on dit, bon, on est obligé de déplacer la machine à laver, est-ce que c'est grave? Non, de toute façon, elle est vieille, je dois m'en séparer. Bon, ok, très bien, c'est fait. Et voilà. Donc le participatif, dans ce contexte-là, ça peut être aussi un facteur de flexibilité, de rapidité, de spontanéité qui est quand même assez extraordinaire. Bref, une fois qu'on a fait rentrer tout le monde, on s'est dit, ça serait bien qu'il y ait une matérialité de ce projet quand même, parce qu'on était encore qu'à des plans et à des évocations, éventuellement à des images quand on n'avait pas la flemme. Mais là, on s'est dit, on va faire des maquettes. Mais bon, on n'avait pas du tout envie de faire 20 maquettes, parce que nous, à l'école, ici, on n'en faisait pas des maquettes. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un tuto, on a fait des patrons, puis chaque habitant, pendant une après-midi, a réalisé sa maquette. Et voilà, donc là, on a Josiane Philippon et Karine Philippon. Voilà, et tout le monde s'y est mis. On a fourni la colle, les cutters, les pansements, et tout le monde a fait sa maquette consciencieusement. Voilà, et là, on avait
préparé une grande structure, et solennellement, chacun a mis son appartement dans la structure d'accueil, à peu près à l'endroit où il était. Bon, il y en a, ils ont un peu bougé entre-temps, enfin, peu importe. Et ça a permis aussi, pour tout le monde, de se rendre compte que, voilà, ça y est, le projet, il prenait corps presque physiquement, et que, on était à côté de monsieur machin, que, de là, on allait avoir telle vue, etc., etc. Et à la fin, c'est Liana Moulas-Moussaleyan, celle qui n'avait pas de porte sur sa chambre, qui est une pâtissière émérite et qui faisait à chaque fois des gâteaux au décor absolument improbable. On en a eu des verts pistaches, on en a eu des roses. Et voilà, celui-là, c'était le gâteau de la maquette. Une fois qu'on a eu fait ça, après, en fait, la démarche participative s'est pas du tout arrêtée, ça a même continué, puisqu'il y a eu la phase pro, DCE, et que le problème, c'est qu'arrivé à un certain moment, on a dit, OK, ça va être super, on va avoir des grands logements, il faut être tout vitré parce que vous n'aimez pas le polycarbonate, et puis vous voulez ceci, et puis vous voulez cela, et puis on a dit à un moment, non, c'est pas raisonnable, on va exploser le budget, parce que ce que j'ai pas dit, c'est qu'on est quand même sur un budget, pour le coup, lui, qui est normal, c'est-à-dire on n'est pas sur un budget exceptionnel, on est sur un budget de logements sociaux classique, 1100 € hors taxe au mètre carré de surface habitable, c'est basique, quoi. Donc, même s'il avait été quand même augmenté pour se payer des locaux communs. Donc, à un moment donné, on réunit tout le monde et on dit, voilà, on a un petit problème, c'est qu'on a fait un estimatif, on explose le budget. Donc, il va falloir faire des efforts. Donc là, tout le monde a réfléchi, on a tous tourné, viré, etc. Et puis on a dit, bon, OK, l'espèce d'évier en grès, là, qui normalement est imposé par le bailleur parce que c'est durable, etc., donc on trouve ça vraiment trop moche. On en a vu chez Ikea qui coûte 10 fois moins cher, on fait ça. On a dit, OK. Vos placards, c'est pareil, parce qu'on leur a fait visiter d'autres opérations, il y a des placards, vos placards, je suis désolé, mais ils sont vraiment très moches. Le premier truc qu'on va faire, de toute façon, c'est les démonter. Écoutez, on va aller plus vite encore que ça, on va les démonter d'emblée, on ne va pas les compter. Puis ainsi de suite. Et petit à petit, on a déshabillé complètement les appartements. On a enlevé les prises électriques, on s'est mis au minimum de la norme C1500, qui est la norme électrique. On a fait comme ça un grand travail de dépouillement. Et petit à petit, on est arrivé à ce que le compteur, un peu comme dans Apollo 13, je ne sais pas si vous avez vu, quand ils essayent et qu'à chaque fois ça dépasse, là, pouf, ça a marché. À un moment donné, on est rentré dans l'estimatif et on était tout content. On était tout content. Là où ils étaient un peu moins contents, c'est que du coup, ils devaient faire la peinture, parce que la peinture, ça ne rentrait pas. Alors, ce que je n'ai pas dit, par contre, c'est que les appartements sont très grands. C'est-à-dire qu'en gros, ils font 30% de plus que les plus grandes surfaces qu'on fait en logements sociaux. Donc, ils sont immenses. Mais on a un engagement du bailleur qui fait que le loyer ne sera pas indexé sur la surface, mais sur la typologie. C'est-à-dire qu'un T2, il va être loué au prix d'un T2 de 45 mètres carrés, alors qu'en gros, il fait entre 65 et 80 mètres carrés sans le jardin d'hiver. Ça, c'est un engagement incroyable de la part de la maîtrise d'ouvrage, parce que je ne sais pas si vous connaissez un projet qui s'appelle Nemosus de Jean Nouvel à Nîmes, mais c'est ce qu'il avait complètement torpillé. C'est-à-dire qu'il avait fait un projet extraordinaire avec des surfaces géniales. Au bout du compte, le bailleur a dit c'est super, mais manque de peau, on va quand même le louer au prix que nous on veut et pas le prix qui a été prévu. Et du coup, ça a complètement cassé toute l'ambition initiale du projet. Donc là, voilà qu'on arrive. Donc en bas, on a ça, c'est le plan du Red Dalle. En dessous, on a le parking. Lui, le parking, c'est simple, il est resté tel qu'il était, donc au moins, c'est pas cassé la tête. Au-dessus, on a donc une ferme urbaine sur 800 mètres carrés qui permet en gros à chacun d'avoir 4 à 6 mètres carrés de culture. C'est quand même pas mal, ça permet de vraiment pouvoir bien cultiver. Sachant que dans le tas, il y a des locataires qui sont des accros du jardinage. C'est un hasard total, puisqu'ils ont mis des affichettes dans les halls. Mais dans le tas, il y a vraiment des experts. Donc en haut à droite, vous avez une serre polyvalente qui va servir d'une part à faire des semis, à faire tout un tas de trucs. Moi, j'y connais rien en jardinage, mais a priori, c'est super important d'avoir une serre. Et on a aussi la chambre lait. Alors ça, c'est un truc assez rigolo. Ça, c'est une demande des habitants, vraiment. C'est-à-dire qu'ils ont dit, voilà, nous, on a un T2, c'est super un T2, mais quand il y a mamie qui vient, on fait comment? On la met sur le balcon? Donc petit à petit, tout le monde s'est mis d'accord pour dire, OK, on va réduire la taille des logements, mais par contre, avec cette réduction-là, on se paye une chambre qui sera gratuite pour tous les locataires. Et quand il y a mamie qui vient, on la met dans une chambre lait. À côté, alors ça, c'est assez rigolo, vous avez une grande pièce, là, on a l'impression qu'elle ne sert à rien à côté de la du chambre lait. En fait, elle ne sert pas à rien du tout, c'est notre machinerie infernale. Ça, c'est un truc assez rigolo, c'est que tout a été mis en débat avec les locataires, ou quasiment. Il y a des trucs qu'on n'a pas voulu mettre en débat, parce que ça nous embêtait. Mais il y a des... Voilà, ça par exemple, c'est comment on fait de l'eau chaude. C'est une question primordiale, parce que la question thermique, c'est pas une question forcément très légère. Et là, donc, avec le bureau d'études, donc c'est assez rigolo de demander à un ingénieur de se mettre au niveau du kidam moyen. Je peux vous assurer que c'est vraiment très très marrant.
On lui a dit, ben voilà, explique aux gens quelles sont les différentes stratégies qu'on peut avoir pour faire de l'eau chaude, parce que le chauffage, en gros, c'est réglé, ça on sait faire maintenant des bâtiments qui ne consomment rien. Par contre, faire de l'eau chaude sanitaire qui ne consomme pas beaucoup, ça c'est encore compliqué. Donc voilà, il y a plusieurs options, dont des panneaux solaires, des trucs vachement machin. Et puis, ben, en fait, à la fin, les habitants ont dit non, nous, ce qu'on veut, c'est votre option là, qui a l'air vachement marrante. C'est une machine, il y en a 10 en France. C'est un truc qui récupère en fait la chaleur sur les eaux ménagères. Donc, quand vous prenez une douche, vous consommez de l'eau chaude qui part d'un tuyau, car une grosse citerne, une pompe à chaleur, qui refait de l'eau chaude, et ainsi de suite. Espèce de circuit permanent. Là, on est vraiment dans l'ocus solus. Et donc voilà, c'est cette espèce de grande salle, ça sert à ça. C'est une espèce de grosse citerne, en fait, dans laquelle on va mettre l'eau sanitaire et on va fabriquer de l'eau avec un rendement d'à peu près 80%. Alors ça coûte très cher, ça. Donc ça aussi, ça a été mis en débat. Mais c'est compensé par le fait que le chauffage des logements va être par des panneaux électriques, tout ce qu'il y a de basique, qui eux coûtent pas cher, mais comme ils ne consomment rien, de toute façon, on s'en fout. Là au milieu, on a aussi un élément qui est assez rigolo, un petit peu la même. Voilà, ça c'est en fait c'est une maison d'assistance maternelle. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a dit aux habitants, c'est ok, sur le Red Dalle, on a un certain nombre de locaux. Bon, il y en a qu'on va pouvoir se garder entre guillemets pour nous, mais il y en a d'autres. Nous, on aimerait bien que ce soit des locaux publics. On aimerait bien qu'il y ait une polyfonctionnalité, parce que dans ces bâtiments, c'est important qu'il n'y ait pas juste du logement, éventuellement du commerce, mais qu'il y ait aussi d'autres programmes, quoi. Et donc, il y a une demande assez forte sur Grand Parc de maisons d'assistance maternelle. Donc ça, c'est assez marrant parce que au départ, on a dit bon, on va faire une crèche, quoi. Et là, le bureau de contrôle nous a dit ah oui, vous faites une crèche? Ah oui, mais là, c'est parasismique. Donc parasismique, c'est très simple. Vous voyez votre petit local là? Bah, en fait, vous faites un bâtiment dans le bâtiment. En gros, ça nous coûtait le prix du Red Dalle. C'était juste infaisable. Donc on a été très embêtés. Et la mairie nous a dit ah non, non, mais ce que vous faites, c'est pas une crèche. Une crèche, c'est un bâtiment dans lequel des adultes s'occupent des enfants. Vous allez faire une maison d'assistance maternelle. C'est un bâtiment dans lequel des adultes s'occupent des enfants. Et ça change tout, vous n'avez pas besoin de normes parasismiques. Voilà, c'est ce qu'on a fait et ça marche très bien. Donc là, à côté, on a des celliers. Bon, les celliers, ça, c'est vraiment pour faire plaisir aux bailleurs, c'est qu'ils le louent, ça leur fait des sous. C'est leur argent de poche, un peu. Bon. Et à gauche, vous avez 4 locaux. Ça, c'est des locaux professionnels, low cost. C'est-à-dire qu'on a dit, avec les habitants, ben voilà, demain, vous avez envie de créer votre entreprise, ou vous avez envie de travailler à la maison, vous travaillez peut-être déjà à la maison, vous n'avez pas les moyens de vous payer un bureau, forcément, quelque part. Ben, on se fait des bureaux à pas cher, et ça sera pour vous, mais ça peut être pour n'importe qui, on fera la demande. À gauche, on a une grande rampe. La grande rampe, elle sert à faire monter le tracteur et la moissonneuse-batteuse pour la ferme. Non, ça c'est une bêtise. Non, la rampe, elle sert éventuellement pour installer la ferme urbaine, mais elle sert aussi de continuité entre le quartier et le parvis. Voilà, et donc, vous voyez, par exemple, sur le plan du dessus, alors c'est pas forcément évident parce qu'on dessine comme des pieds, mais il n'y a pas de mur. En fait, c'est vraiment du poteau-poutre. Ça, c'est assez rare, en fait. Hein. Donc, ça pose pas mal de questions. Pourquoi on fait ça? C'est simple, c'est pour pouvoir reconditionner le bâtiment plus tard. C'est que de la cloison de très haute performance, on n'entend rien, etc. Mais c'est quand même que de la cloison. Et en fait, le bâtiment, si vous voulez, c'est comme une étagère Ikea. Hein. C'est des poteaux avec des plateaux. Mais comme une étagère Ikea, ça a tendance à se casser la gueule comme ça. Donc, pour éviter ça, il y a 2 escaliers, voilà, qui sont en fait 2 gros poteaux en béton qui contreventent tout le bâtiment. Et en fait, tout le bâtiment tient avec les escaliers. Voilà, et donc là, vous pouvez voir, vous n'avez quasiment pas 2 plans pareils. Ils sont tous un petit peu différents. Et quand on monte, c'est encore pire, puisqu'on a même des duplex. On a des duplex en double hauteur. C'est du grand n'importe quoi. Où est-ce qu'on en est? Voilà, donc maintenant, on va vous faire une soirée diapo. Ah voilà, quand je vous disais que le participatif ne s'était pas arrêté avec la conception, c'est que tout le temps, en fait, on reste en relation avec les habitants. Même encore, ils nous envoient encore, il n'y a pas une semaine sans qu'on ne reçoit pas un mail pour dire « mais vous ne pensez pas que la cuisine, si on pousse un peu le meuble, etc. » Et donc, à un moment donné, on a trouvé qu'il y avait un grand écart entre la manière de fabriquer des bâtiments, la manière dont c'était fait, les conditions socio-économiques, vraiment, et puis les habitants. On trouvait qu'il y avait un hiatus, un gap, comme on dit. Donc on a organisé un repas de chantier, d'abord parce qu'on aime bien ça, puis parce que ça permettait aussi aux entreprises, y compris sous-traitantes, de mettre un visage sur les gens pour qui ils allaient travailler, et inversement, pour l'habitant, de pouvoir pester plus tard sur le plombier en sachant qui c'est. Voilà, donc ça c'est le bâtiment dans son environnement urbain. Donc là on a les boulevards, etc. Ouais, donc ça t'intéresse pas, ok, très bien. Non, non, ok. Putain, mais t'as qu'à parler, hein, si tu fais la maligne.
Voilà, donc tous les bâtiments, tous les appartements disposent d'un grand jardin d'hiver qui est en vitrage, hein, à la différence du GHI. Le GHI, donc, c'est les extensions qui ont été faites par Lacaton Vassal un peu plus loin, dont on s'est largement inspiré, sans s'en cacher le moins du monde. Ça, c'est la façade est, donc c'est celle qui fait face à Odéon. Alors, c'est une façade qui a fait couler beaucoup d'encre à la mairie. Il l'a trouvée passablement moche. Nous, on la trouve ni belle ni moche, mais elle est extrêmement pragmatique, là aussi. On est vraiment dans cette idée d'une architecture de l'usage, hein. C'est-à-dire qu'on a les tuyaux qui passent en apparent, on a les fenêtres qui font la taille qu'il faut. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ce projet, on a limité au maximum les finitions, parce qu'en général, de toute façon, les finitions, c'est pire que tout. Donc, on a très peu de finitions. Donc, on a pas mal de choses qui sont laissées brutes, qui sont laissées un peu comme ici, en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'on a l'électricité en apparent, parfois, on a des tuyaux qui passent. Et la difficulté, c'est qu'on n'a pas voulu non plus faire tomber dans l'écueil high-tech, où c'est en apparent, mais il faut que ça soit super clean. On va magnifier le tube Hiro qui va être contre la cloison. Non, on voulait une finition normale, mais bien faite. Et ça, c'est vraiment, mais c'est une horreur, c'est très très compliqué de faire comprendre aux gens que, parce que ça se voit, c'est pas plus compliqué, mais qu'il faut juste bien le poser les choses droites, par exemple. Voilà, donc vous voyez, on a des matériaux très pauvres, hein. On a du grillage, on a du polycarbonate, mais on a aussi des matériaux de très haute technologie. C'est ça qui est drôle dans le logement collectif, c'est qu'on peut se payer ce genre de choses aussi. Vous voyez les rideaux qu'on a là. Alors ça, c'est dans la salle commune, la réglementation handicapée nous impose un affaiblissement acoustique pour éviter que ça résonne. Et normalement, on met, vous savez, les plafonds à trous-trous qui sont tout moches et qui servent à rien. Et nous, on trouvait ça un peu idiot de mettre ça. Donc on a mis ces rideaux-là, qui sont en fait des voilages, donc qui sont transparents, quasiment transparents. Ils filtrent juste la lumière, mais qui sont en plus des absorbants acoustiques. Ça coûte très très cher, mais comme on n'en avait pas beaucoup, on a pu se le payer. Voilà, ça c'est le parking, donc qui ressemble étrangement à ce qu'il était avant. On a même planté des arbres dedans qui passent à travers la dalle. Ça, alors, ça, bon, c'est un détail, hein, mais la vie est faite de détails. Ça, donc, c'est l'escalier principal. Et sous l'escalier, on nous dit, ah non, mais la réglementation handicapée vous dit, attention, l'aveugle va se taper la tête, et puis s'il y a une canette de bière, personne ne va aller la chercher, donc ça va faire ça, etc. Donc, on a mis une espèce de tas de bitume. Et le type qui fait les marquages au sol nous dit, ouais, mais j'ai un problème, c'est que le marquage, on dit, bah non, vous continuez le marquage. Et en fait, on a fait du site, je ne sais pas si vous connaissez les sites, mais du site sans le savoir, enfin sans le savoir. Du moins, ça nous faisait beaucoup rigoler. Voilà, donc ça, c'est l'escalier, vous avez vu son dos, c'est l'escalier principal, donc qui est peint en jaune, parce qu'un escalier doit toujours être jaune. Voilà, donc ça, vous avez, on débouche comme ça dans ce auvent qui est très réfléchissant. Le but, c'est d'éviter justement le côté contre-jour, qui est toujours un peu agaçant. Ça, c'est des photos de Jean-Christophe Garcia, qui est enseignant ici, c'est pour ça que je dis autrement. Voilà, donc ça, c'est la salle commune. Là, elle est finie. Parce que là, pour le coup, on n'a pas pu se payer la peinture. À vrai dire, on a oublié de la mettre, il faut être honnête. Donc, c'est les habitants qui vont la peindre. Voilà, c'est la cuisine. Ouais, donc ça, c'est la maison d'assistance maternelle, c'est l'intérieur. Donc là, on a laissé le polycarbonate pour deux raisons. D'abord, c'est évitera qu'un gamin passe à travers le vitrage. Et ensuite, ça permet d'avoir quand même un filtre entre l'intérieur et l'extérieur, sachant que là, on donne sur la ferme urbaine et au-delà sur le domaine de Cluny. Voilà, ça, c'est la petite cuisine de la maison d'assistance maternelle. Voilà, alors ça, c'est un truc très drôle, c'est que avant, donc, sur ce parking, il y avait ces lampadaires, donc on aime beaucoup, ces lampadaires à Jacques Tati, quoi, hein, vous voyez. Et donc, évidemment, on a enlevé les lampadaires. Donc, quand on a enlevé les lampadaires, on a coupé l'électricité dans tout le quartier. Ça, c'est un autre problème. Et, sauf que une fois qu'on a fait le bâtiment, on a remis les lampadaires. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on avait construit le bâtiment autour des lampadaires. Voilà, il y en a 3, en fait. Donc sur la droite, vous avez les bureaux. Sur la gauche, vous avez l'arbre, un arbre qu'on a planté. Parce que malheureusement, ceux qui étaient présents, bon, ils étaient un peu chétifs, mais on n'a pas pu les conserver. C'était vraiment très très dommage. Alors on avait, en hommage à Pascal Cribier, un paysagiste qui est mort il n'y a pas longtemps, qui a travaillé à Bordeaux d'ailleurs, et qui avait fait vraiment de très belles pièces avec des souches comme ça suspendues. On avait gardé une souche d'un arbre, qui était la plus belle souche, qu'on avait entreposée pendant tout le chantier. Manque de peau, pour une fois, les services espaces verts d'Aquitanis ont fait leur boulot, et ils ont viré notre souche. Du coup, on n'a pas pu la remettre. Voilà, donc ça, c'est une découpe en fait du parvis qui suit très exactement le contour de l'ancien parking, avec, comme ça, là, on a des grandes traversées en caillebotis pour laisser passer de la lumière. On aurait bien aimé en mettre plus, mais après, il y a une réglementation handicap, incendie qui est un peu compliquée. Là, on est dans le hall, en fait.
Et le hall, ce qui nous plaît, c'est justement voilà, ces espaces qui sont un peu ambigus. Est-ce qu'on est dans le parking? Est-ce qu'on est dehors? Est-ce qu'on est déjà dans le hall? Il y a quand même un miroir, donc c'est chic, on était à l'intérieur. Il y a même un banc, mais enfin, il est un peu en béton. Et voilà, on est vraiment dans cet entre-deux-là qui nous plaît bien dans ce cas-là. Voilà, donc ça, on est à l'intérieur des escaliers donc, qui tiennent le bâtiment. C'est pour ça que les murs que vous voyez là sont très très épais, ils font 25 cm, ils sont en béton avec de la ferraille et tout ça. Et ils sont percés, on les a percés comme ça pour avoir la lumière naturelle, pour avoir de la ventilation aussi. Et parce qu'on ne pouvait pas les percer plus, ça c'est le maximum qu'on pouvait faire. Et donc c'est assez rigolo parce que quand le DG d'Aquitanis a visité le truc, il a dit mais on se croirait dans la maison Le Moine, c'est la maison de Rem Koolhaas là, à Bouliac. Donc j'aimerais que 2 trous soient peints en doré. Donc il y a 2 trous qui vont être peints en doré, pour faire comme chez Le Moine. Voilà, donc ça c'est l'escalier panoramique qu'on a piqué au GHI aussi, parce qu'il était très bien. Donc on a pris exactement le même modèle, ça on n'a pas pris de risque. Et à chaque fois, donc, on a nos petites marquises qui servent à abriter juste ce qu'il faut pour prendre ses clés dans sa poche. Voilà, donc ça c'est un des appartements en duplex. Là, c'est le duplex, normalement, en logement social, ça se fait pas trop, surtout en double hauteur, parce que ça coûte très très cher. Là où on a pu dévier un peu le truc, c'est qu'en fait, le plancher que vous voyez, le plancher intermédiaire, c'est un plancher métallique, c'est pas un plancher béton. Et du coup, ça coûte vraiment pas cher. Du moins en études. Après, l'entreprise s'est rendue compte que finalement, bon bref, mais enfin, on a pu quand même les faire avec ça. Voilà, donc ça c'est un jardin d'hiver. Alors, vous voyez par exemple, ça c'est un exemple de finition. On a la gouttière qui est pas droite. Martin, qui a visité le projet, s'en est ému d'ailleurs. En fait, elle est pas droite, mais quand vous avez une gouttière comme ça qui traverse 7 étages, elle n'est jamais droite, ça c'est que dans les films. Donc ce qu'on fait normalement, c'est qu'on met des coudres et des contre-coudes. Et en général, comme c'est mal fait, vous avez coude, contre-coude et gouttière pas droite. Donc nous on a dit, on va économiser les coudres et contre-coudes et on va mettre directement la gouttière pas droite. Voilà, donc là vous avez un escalier colimaçon, c'est le seul, parce que les habitants ne voulaient pas, ce qui nous embêtait un peu, mais enfin bon, c'est comme ça. Voilà, donc ça c'est le rideau thermique, c'est à peu près les mêmes que ceux du GHI aussi. Donc c'est des rideaux qui ont la capacité de renvoyer le rayonnement solaire d'une manière assez violente, ce qui permet de ne pas avoir trop de surchauffe dans les jardins d'hiver. Et comme ils sont perforés, voilà, ça permet de laisser une ventilation qui de toute façon est assurée dans le bâtiment de manière naturelle, c'est-à-dire qu'on a des ouvrons de chaque côté, en partie haute, ce qui fait que la nuit on peut laisser ventiler. On a une surventilation nocturne. Ça c'est une grande victoire aussi, des fois on a des victoires insoupçonnables, c'est la douche, les douches. Les habitants voulaient absolument des douches à l'italienne. Nous, on était assez d'accord avec ça. Le problème, c'est qu'en logement social, là aussi, ça ne se fait pas, parce que ça coûte très très cher. Et donc, on a réussi, ça a été une lutte assez marrante. En fait, on a pris la vie technique. Donc, la vie technique, c'est un texte absolument abscon, où le fabricant décrit exactement comment il faut poser son revêtement. Et donc, on a tout limité au minimum. C'est-à-dire que dès qu'il y avait une indication de vous poserez le revêtement à plus de 1 mètre, au minimum 1,80 m de pommeau de douche, nous, on a tout limité à 1,80 m. Tout a été comme ça. Et à la fin, là aussi, ajustement, on est arrivé à faire rentrer ça dans le prix. Là où ça a été plus compliqué, c'est qu'après, l'entreprise, elle a fait exactement le même travail que nous, mais sauf que pour elle, 1,80 m, elle s'est dit non, on va être plutôt 2 mètres, etc., etc. Ça a posé pas mal de problèmes. Mais enfin, au bout du compte, on y est arrivé. Voilà, donc ça aussi, c'est un duplex. Donc on voit l'ossature métallique, tout est laissé apparent. C'est pas particulièrement bien fini, mais c'est fait. Là, c'est même nettoyé. Voilà, donc là, le domaine de Cluny, qui est quand même la grande chance de ce projet, donc c'est l'espace classé qu'il y a au sud. Assez récemment, en fait, on n'a pas eu l'idée avant, on a été dans cet espace-là, qui est public, pour prendre des photos. Et donc voilà, en fait, ça donne le contre-champ de la vue qu'ont les locataires de leur logement. C'est fini? Et voilà, c'est fini. Merci. C'est bon.